Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture d'un extrait du travail de Jean-Henri Lambert, mathématicien du XVIIIe siècle, dans lequel il démontre, entre autres, l'irrationalité du nombre pi. Ce travail s'intitule « Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendantes circulaires et logarithmiques ». Dans ce travail, tu pourras rencontrer un grand nombre de fractions continues, ce qui a été un outil essentiel, un outil qui a déjà été utilisé quelques années auparavant par Euler pour démontrer l'irrationalité du nombre e exponentiel de 1. Maintenant, cette étude du nombre pi est étroitement reliée au célèbre problème de la quadrature du cercle, qui est aussi beaucoup plus ancien. La question c'est, est-il possible de construire un disque et un carré de même aire à la règle et au compas? Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si c'était possible, on pourrait construire racine de pi à la règle et au compas. Et en fait, c'est une centaine d'années plus tard que Lindemann va montrer que c'est impossible. Non pas en raison de l'irrationalité de pi, ce que Lambert démontre dans son travail, mais en raison de la transcendance de pi, ce qui est autrement plus puissant. Ce mot, transcendance, il est aussi employé dans le travail de Lambert, dans le titre même du mémoire, mais pas vraiment avec le sens qu'on l'y connaît aujourd'hui, à savoir un nombre transcendant est un nombre qui n'est pas racine d'un polynôme à coefficient entier. Pour Lambert, un nombre transcendant, c'est plutôt un nombre irrationnel qui est encore plus irrationnel que les irrationnels. Ça reste assez vague encore dans son travail, et c'est après que cette notion-là va être formalisée. Et son travail jette justement les bases de plusieurs arguments qui vont venir ensuite. Lambert écrit « Démontrer que le diamètre du cercle n'est point à la circonférence comme un nombre entier à un nombre entier, c'est là une chose dont les géomètres ne seront guère surpris. On connaît les nombres de Ludolph, les rapports trouvés par Archimède, par Metius, etc., de même qu'un grand nombre de suites infinies qui toutes se rapportent à la quadrature du cercle. Et si la somme de ces suites est une quantité rationnelle, on doit assez naturellement conclure qu'elle fera ou un nombre entier ou une fraction très simple. Car s'il fallait une fraction fort composée, quelle raison y aurait-il? Pourquoi plutôt telle que telle autre quelconque? C'est ainsi, par exemple, que la somme de la suite 2 sur 1 fois 3, plus 2 sur 3 fois 5, plus 2 sur 5 fois 7, etc., est égale à l'unité, qui de toutes les quantités rationnelles est la plus simple. Mais, en omettant alternativement les 2, 4, 6, 8, etc. ième terme, la somme des autres, 2 sur 1 fois 3, plus 2 sur 5 fois 7, plus 2 sur 9 fois 11, etc., donne l'aire du cercle, lorsque le diamètre est égal à 1. Il semble donc que, si cette somme était rationnelle, elle devrait également pouvoir être exprimée par une fraction fort simple, telle que le ferait 3/4 ou 4/5, etc. En effet, le diamètre étant égal à 1, le rayon égal à 1/2, le carré du rayon égal à 1/4, on voit bien que ces expressions étant aussi simples, elles n'y mettent point d'obstacle. Et comme il s'agit de tout le cercle, qui fait une espèce d'unité, et non pas de quelques secteurs, qui de sa nature demanderaient des fractions fort grandes, on voit bien qu'encore à cet égard, on n'a point de sujet de s'attendre à une fraction fort composée. Mais comme, après la fraction 11/14 trouvée par Archimède, qui ne donne qu'un à peu près, on passe à celle de Messius, 355 sur 452, qui n'est pas non plus exacte, et dont les nombres sont considérablement plus grands, on doit être fort porté à conclure que la somme de cette suite, bien loin d'être égale à une fraction simple, est une quantité irrationnelle. Quelque vague que soit ce raisonnement, il y a néanmoins des cas où on ne demande pas davantage. Mais ces cas ne sont pas celui de la quadrature du cercle. La plupart de ceux qui s'attachent à la chercher le font avec une ardeur qui les entraîne quelquefois jusqu'à révoquer en doute les vérités les plus fondamentales et les mieux établies de la géométrie. Pourrait-on croire qu'ils se trouveraient satisfaits par ce que je viens de dire? Il y faut tout autre chose. Et il s'agit de démontrer qu'en effet, le diamètre n'est pas à la circonférence comme un nombre entier à un nombre entier. Cette démonstration doit être si rigide qu'elle ne le cède à aucune démonstration géométrique. Et avant tout cela, je reviens à dire que les géomètres n'en seront point surpris. Ils doivent être accoutumés depuis longtemps à ne s'attendre à autre chose. Mais voici ce qui méritera plus d'attention, et ce qui fera une bonne partie de ce mémoire. Il s'agit de faire voir que toutes les fois qu'un arc de cercle quelconque est commensurable au rayon, la tangente de cet arc lui est incommensurable, et que réciproquement, toute tangente commensurable n'est point celle d'un arc commensurable. Voilà de quoi être un peu plus surpris. Cet énoncé paraissait devoir admettre une infinité d'exceptions, et il n'en admet aucune.
il fait encore voir jusqu'à quel point les quantités circulaires transcendantes sont transcendantes et reculer au-delà de toute commensurabilité. Comme la démonstration que je vais donner exige toute la rigueur géométrique, et qu'en outre elle sera un tissu de quelques autres théorèmes, qui demandent d'être démontrés avec tout autant de rigueur, ces raisons m'excuseront, quand je ne me hâterai pas d'en venir à la fin, ou lorsque chemin faisant, je m'arrêterai à ce qui se présentera de remarquable. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.